commençons sans tarder ce panel. Michael, premier. Donc aujourd'hui, quels sont un peu les enjeux environnementaux dans la construction durable et surtout, est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui? Micro, c'est bon? Bonjour. Merci encore à Solos et à l'équipe. On entend Michael? Je parle un peu plus fort aussi. D'accord. Donc merci à toute l'équipe pour cette invitation et pour toute l'assistance pour assister avec nous à cette discussion et ce forum. Je veux vraiment saluer l'initiative de l'entreprise de se mettre vraiment de l'avant au premier plan avec cette action de recyclage sur une activité ou un type de déchet spécifique dans l'activité d'entreprise. Mais le fait d'être vraiment comme ça au premier plan, c'est un pari et une position que moi j'ai beaucoup appréciée lorsque j'étais encore dans les 10 dernières années à Business Mauritius et que je voyais les entreprises prendre les devants et qui m'ont encouragé en tant que chargé de mission dans le développement durable à accompagner davantage les entreprises dans cette transformation et dans cette révolution qu'on a aujourd'hui à enclencher la transition écologique et la transition énergétique. Donc je salue déjà ce premier pas et le courage d'être organisateur d'un forum et de démontrer des actions concrètes avec la campagne sur le plastique. Ayant dit cela, je pense que sur les enjeux, et je vais prendre aussi maintenant ma nouvelle casquette de chargé de mission bas carbone, économie circulaire à Cap Business Océan Indien, une entité toujours du secteur privé qui accompagne les entreprises mais à l'échelle régionale sur les 6 territoires océaniens. Le secteur aujourd'hui est comme tous les autres secteurs de l'économie soumis à des contraintes. Il y a encore 1 an, 2 ans, 3 ans, c'était un peu plus difficile pour moi de parler de contraintes. Mais aujourd'hui, quand on a différentes crises sanitaires, quand on a une crise au niveau militaire, une guerre qui se déclare, et quand on a des crises fret maritime, connectivité et également monétaire, inflation, on doit reconnaître que tous les secteurs de l'économie vivent aujourd'hui sous des contraintes. Et le secteur de la construction, dans l'océan Indien, a effectivement cette contrainte, cette complexité aussi, de devoir dépendre de chaînes de valeur internationales. Donc, quand on a cette stratégie bas carbone et économie circulaire, l'idée pour nous est de vraiment démontrer l'impact de la décarbonation du secteur de la construction et de la circularité pour nos îles qui doit s'enclencher impérativement, puisque cela s'enclenche petit à petit dans des territoires plus ou moins vertueux, ça dépend de où on se source, mais il y a des pays qui vont vraiment vers une démarche vertueuse et qui du coup va forcément avoir des impacts sur notre sourcing en tant qu'île dans l'océan Indien. Je vais terminer très rapidement pour parler un tout petit peu de cette chaîne de valeur, parce que je sais que chacun des intervenants y reviendra, mais sur la partie en amont, le ciment. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ciment bas carbone, décarbonation du ciment. Il ne va pas moins que la recherche avance, les activités avancent dans la matière, mais ce ciment, même si on travaille sur la substitution des énergies pour pouvoir produire ce ciment, parce que ça consomme beaucoup d'énergie, on n'a réglé que 40% du problème. Si demain je trouve l'hydrogène, ou si je mets de la biomasse au lieu de trouver du charbon dans les cimenteries pour faire la production de ce ciment, c'est que 40% du problème qui est réglé, puisqu'au départ même, comme on a besoin d'argile et de calcaire pour faire ce ciment, le calcaire, je vais très vite là-dessus, mais dans le process, le calcaire lui-même dégage du CO2. Et donc les grandes entreprises qui sont engagées dans cette production de ciment aujourd'hui parlent vraiment de bas carbone et proposent des solutions technologiques pour tendre vers cela et aller jusqu'à presque 80% de décarbonation de la filière ciment. Mais c'est des choses qu'il faut vraiment enclencher puisque la plupart de ces grandes cimenteries sont des pays où la réglementation va devenir de plus en plus exigeante. Quand on a dit ça et quand on vient à la construction ici directement sur site à Maurice, je pense qu'il y a un critère critique, une source qui devient critique aussi, c'est l'eau, la gestion de l'eau sur le territoire mauricien. Et quand on est en phase construction à Maurice et qu'on fait ciment plus pour avoir du béton, plus eau pour avoir du béton, moi il m'est arrivé de voir sur beaucoup de chantiers des dalles être
alimenté en eau presque tout un week-end, puisqu'il fait chaud, etc. Il ne faut pas que ça craque. On connaît toutes les conditions qu'on a sur nos îles, et qui fait qu'on a une surconsommation d'eau également pour la construction. Et l'eau va devenir une ressource critique. Je parlais du ciment en bicarbonation, les sources d'approvisionnement avec une criticité, l'eau localement avec une criticité aussi. Et en phase de vie du bâtiment, je pense qu'on peut aussi dire que comme on a un matériau avec beaucoup d'inertie, le ciment construit en béton, et qu'on n'a pas cette culture d'isoler au moins le toit. Moi, chez moi, j'ai isolé le toit et les murs, je suis un peu fou, mais au moins isoler le toit, c'est déjà 70% d'apport de chaleur en moins dans la maison, et c'est déjà un impact sur la consommation d'électricité. Là, j'ajoute une autre criticité, c'est l'électricité pour le moment où on vit dans la maison, et qu'on va commencer à mettre soit un ventilateur, soit une climatisation, mais au moins, ça aussi, on prend en considération ce facteur avec le ciment comme matériau qui est une énergie forte de capter la chaleur. Et puis, dernier point, c'est la partie déconstruction, j'insiste beaucoup plus sur ce mot-là que démolition, déconstruction, qui devient aussi un critère assez important à prendre en considération pour le secteur, et de voir de plus en plus que les matériaux soient réutilisés dans des filières, des boucles en amont, puisque, je l'ai dit, dans la décarbonation, ça veut dire qu'il va falloir utiliser autre chose que l'argile et le calcaire. Et utiliser autre chose, ça va aussi dire utiliser ou réutiliser ce qu'on a déjà en stock, puisque la planète est un système fini. Voilà. Très bien. Merci. Quelqu'un veut réagir à ce qu'a dit Michael? Bon. Merci déjà pour ce premier point de vue. Ravi. Donc, pour la BASECA, en fait, sur les chantiers, quelle est la place en fait qu'occupe cette question de développement durable, de responsabilité, d'impact environnemental? Quelle est la place que cela occupe sur vos chantiers? Bonjour tout le monde. Alors, merci d'abord pour avoir invité BASECA à participer dans ce débat très intéressant et très prometteur. La BASECA a toujours supporté et a toujours été très à l'avant pour tout ce qui est innovation et développement durable de l'industrie de la construction. Je vais commencer, pour répondre à cette question, par faire un constat de la situation actuelle à Maurice. Ensuite, on regardera un peu de ce qui a été fait ailleurs et ce qui pourrait être fait à Maurice, et aussi peut-être les freins qu'il faudrait qu'on trouve des moyens pour avancer mieux. Alors à Maurice, par an, entre 8 000 à 13 000 tonnes de déchets sont estimés à être disposés dans le centre d'enfouissement à Bois-Chicose, qui possède une capacité limitée et est déjà sursollicité. Parallèlement, environ 5 à 6 fois de ce volume de déchets est disposé dans la nature à travers le illegal dumping. Donc trouver des solutions alternatives n'est donc plus une option, mais une nécessité. Dans le secteur privé, on peut dire que les promoteurs ont fait un bout de chemin dans la gestion de déchets de construction lors de l'élaboration de leurs projets. Des exemples sont, par exemple, le groupe ENL, qui demande systématiquement au bureau d'études aujourd'hui d'inclure la gestion de déchets dans le cahier des charges dès la conception de leur projet. Ils ont opté aussi pour la certification LEED afin d'adopter le Green Building Concept dans leur projet de développement. Ainsi, le tri de déchets à la source est imposé à l'entrepreneur et les déchets sont récupérés par le développeur pour une éventuelle valorisation. La situation, par contre, dans les marchés publics, à notre humble avis, il y a encore beaucoup de chemin à faire parce qu'on constate que les cahiers des charges et les spécifications des matériaux n'ont pas beaucoup évolué lors de ces dernières années, et les méthodes de construction prescrites sont la plupart du temps toujours conventionnelles. Nous pensons que les maîtres d'ouvrage publics devraient intégrer la gestion dès la conception et la planification du projet dans le cahier des charges, et ils devraient permettre davantage à l'entreprise de pouvoir proposer des solutions innovantes et variantes, dont l'utilisation des matériaux recyclés, ce qui serait une mesure incitative pour la récupération
et la valorisation de certains déchets. Je m'attarde 2 minutes sur la définition même et les catégories de déchets de construction. Je pense que c'est important de comprendre de quoi il s'agit. Donc le déchet est défini au niveau européen comme toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. L'Union européenne catégorise les déchets de chantier selon la définition de leurs 15 propriétés de danger, comme premièrement les déchets non dangereux inertes. Cela regroupe tout ce qui est matériaux de terrassement, du béton, le parpaing, les briques, les pierres naturelles, les gravats, le verre. Deuxième catégorie, les déchets non dangereux, non inertes. Ils ne sont ni corrosifs ni explosifs. Il s'agit là des déchets tels que le plastique, le bois, les emballages, le plâtre, les métaux, les isolants. Et enfin, les déchets dangereux. Ces déchets présentent des propriétés de danger définies aux normes européennes. Ils sont très souvent inflammables, toxiques, dangereux pour l'environnement et nécessitent un traitement particulier. Les déchets de construction sont donc en grande partie plus ou moins inertes, mais ils sont surtout généralement lourds et volumineux. Certains de ces déchets sont difficiles à manipuler, même avec les engins, et souvent source de poussière et donc de pénibilité de travail pour les chantiers. Alors, comment valoriser ces déchets dans le BTP? Comme dans les autres secteurs, nous pensons à la PCK qu'il faut adopter le principe des 3 RV dans le secteur du BTP. Alors, j'élabore. Réduire les déchets que nous produisons sur les chantiers pour commencer. Il s'agit là de réduire la source de consommation de matières premières et le coût de transport en s'approvisionnant localement autant que possible, et par une meilleure planification de travaux et en adoptant des méthodes judicieusement pensées pour l'exécution des tâches sur les chantiers. Réutilisation, divers déchets de démolition, du pavé aux poutres, en passant par les planchers anciens, les portes, les fenêtres, ont un potentiel de réutilisation, mais cela nécessite une main-d'œuvre importante pour la récupération et le nettoyage. Enfin, recyclage, de nombreux déchets de BTP peuvent et pourraient être utilisés comme matériaux par le BTP lui-même. Ces actions mèneront à une valorisation des déchets du BTP et bien sûr les moyens comme l'incinération ou le stockage et l'enfouissement devraient être réservés aux seuls déchets ultimes comme dernière solution. Alors les pratiques à suivre pour la gestion de ces déchets sur chantier, il faut à notre avis que la culture de peine de collecte rentre dans les mœurs des chantiers pour assurer un tri efficace sur le chantier et pour collecter les différents types de déchets séparément. En effet, les déchets inertes ne doivent pas être mélangés avec les déchets dangereux pour qu'il y ait une collecte et un traitement efficace. La réglementation autour de l'évacuation des déchets de chantier est également importante. Tout producteur de déchets dans le BTP doit être responsable de ces déchets jusqu'à ce que ça soit récupéré et ou valorisé. Il doit lui-même s'assurer de leur élimination et faire une gestion du déchet sur son chantier par lui-même ou par un tiers. Il y a évidemment la nécessité d'impliquer tous les acteurs. Très important pour que le processus marche. Dans le BTP, le cycle de l'économie circulaire se décline pour nous en plusieurs étapes. L'éco-conception des produits et matériaux par les fabricants, la conception du projet par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre pour limiter notamment les futures consommations en énergie, mais aussi encourager l'utilisation des matériaux recyclés, la maîtrise des impacts environnementaux et le tri des déchets sur les chantiers par l'entrepreneur, et le recyclage et la valorisation par le professionnel du bâtiment, du déchet et du fabricant. L'économie circulaire nécessite ainsi, pour que la boucle soit réellement bouclée, l'implication de tous les acteurs économiques,
On attend par exemple du concepteur du produit qu'il en allonge la durée d'usage et qu'il en prévoit d'emblée un démantèlement aisé, ou bien du gestionnaire de déchets qu'il s'intéresse au recyclage de la plupart de ces matériaux. À Maurice, les 3/4 des déchets du bâtiment sont inertes, tels qu'on l'a catégorisé au début, c'est-à-dire qu'ils ne se décomposent pas et ne se brûlent pas. Ces déchets peuvent bien être recyclés, par exemple dans les travaux publics en sous-couche routière, mais aussi recycler du béton pour fabriquer à nouveau du béton ou remblayer des anciennes carrières en vue de leur réaménagement pour un développement futur. Une évolution réglementaire est ainsi souhaitable. Une évolution réglementaire basée sur le principe du pollueur-payeur est souhaitable et devrait à la fois encourager le tri de déchets sur les chantiers, mais aussi permettre de renforcer le maillage territorial des points de collecte afin d'apporter des solutions de proximité aux entreprises et contribuer de faire à la réduction des dépôts sauvages. Les principaux freins qu'on pense qu'il faudrait lever pour avancer, il faudrait renforcer le maillage territorial en point de collecte des déchets, en lieu étroit et avec la collaboration des collectivités locales. Il faut parvenir à un équilibre économique des filières de recyclage et de valorisation en agissant à la fois sur la mise au point technique des procédés, à la quantification des volumes collectés et sur les débouchés. La maîtrise d'ouvrage devra avoir un rôle déterminant en tant que prescripteur et dans l'élaboration du cahier des charges pour les projets. Il faut aussi améliorer la traçabilité des déchets et évidemment, il faut réduire les dépôts sauvages et trouver un meilleur moyen de contrôle. Ce qui peut se faire à Maurice, à notre avis, les déchets pouvant être valorisés ne devraient plus être acceptés en décharge. Sur les chantiers, une signalétique des déchets de chantier devrait être élaborée pour but d'aider les professionnels du bâtiment à mieux trier leurs déchets et à utiliser des pictogrammes qui seraient destinés à être apposés sur les pennes pour un meilleur acheminement des déchets pendant la durée des travaux. Les entreprises sont souvent amenées à devoir gérer leurs propres déchets sur leur chantier. Le traitement de ces déchets est une vraie problématique et doit être optimisé afin de permettre leur prise en charge en toute sécurité. Cela doit permettre de suivre en temps réel un déchet, connaître son origine, les différents traitements qu'il subit et les équipements associés, et donc un contrôle plus rigoureux est nécessaire. Assurer la prise en charge des déchets, dont le chargement, le déchargement, ou leur destruction finale, ou une valorisation, nécessite de répondre aux impératifs de sécurité des personnes et de la réglementation relative au respect de l'environnement. Une formation gestion des déchets de chantier serait donc souhaitable et sensibilisera le personnel responsable de la gestion des déchets et aux aspects aussi bien techniques que réglementaires du traitement de déchets. Pour conclure, nous saluons bien évidemment l'initiative de Colossus Cement Limited pour sa campagne et le projet Retourne to Plastic. C'est un bel exemple de recyclage d'un déchet commun des sites de construction à Maurice, les sacs de ciment. Bravo à Dominique et à son équipe pour cette initiative. Nous sommes à l'ère de l'économie circulaire qui est plus juste une meilleure gestion de déchets. L'économie circulaire repose sur la création de boucles de valeur positives à chaque utilisation et réutilisation de la matière et du produit avant sa destruction finale. Il met notamment l'accent sur les nouveaux modes de conception, production, consommation, le prolongement de la durée d'usage des produits et la réutilisation et le recyclage. Dans le budget 2022-2023, comme l'a évoqué Monsieur le ministre un peu plus tôt, nous notons
deux mesures intéressantes. Un tipping fee qui sera versé au recycleur locaux par tonne de déchets et un margin of preference pour les produits fabriqués à partir des matériaux recyclés. Nous pensons que c'est une très bonne initiative, un très bon début vers cette ère de l'économie circulaire. Il faut attendre l'implémentation et aussi le rôle que vont jouer tous les acteurs dans ce processus. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Ravi. C'était vraiment très intéressant. Je pense que je retiens plein de choses. Déjà la formation sur les chantiers, gestion de déchets. Je pense que c'est des métiers qu'il faudrait créer. La traçabilité, l'éco-conception, réglementation et responsabilité, peut-être sur le panel, une réaction, peut-être pour ajouter. Michael? Non? D'accord. Merci. Personne ne veut réagir? Ça l'a réagir, non, pas possible. Dominique, justement, on a parlé donc de cette question de responsabilité. Vous menez, justement, Colosse mène la campagne Retourne au plastique. Concrètement, quels ont été un peu les défis que vous avez dû relever pour la mise en œuvre de cette campagne? Alors, je vais peut-être un peu revenir sur notre réflexion là-dessus. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis 2014, s'est posée cette question. Nous utilisons du plastique, nous mettons sur le marché du plastique. Qu'est-ce qu'on en fait? On a quand même une responsabilité. Et nous avons mis en place, dès 2014, nous avons en tout cas essayé de mettre en place une filière le plus vertueuse possible pour récupérer le plastique et le recycler. Offrir la possibilité à tous nos clients de ramener leur plastique, nous les récupérions, et donc nous avons essayé, dans un premier temps, de travailler avec un acteur qui... L'idée derrière, c'était qu'on en fasse quelque chose, qu'on se serve de ce plastique comme matière première. Un point essentiel, un des défis, c'est d'avoir une fiabilité, et donc ce partenaire qui soit fiable pour utiliser ce plastique. Et puis, deuxième chose, il faut que les gens retournent leur plastique. Et c'est ça aussi, la conscientisation des gens, pour que ce plastique, ils le ramènent. Ils ont aussi leur part de responsabilité. C'est un changement de mentalité qu'il faut appliquer. L'année dernière, pour tout vous dire, nous avons utilisé 70 tonnes de plastique dans notre production, donc qui s'est retrouvé chez nos clients. Sur ces 70 tonnes, on en a récupéré 3 tonnes. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors, notre démarche est ici de mettre un coup de pied dans la fourmilière aussi, et pour faire bouger les choses. Pour faire bouger les choses, pour que les gens se rendent compte qu'ils ont aussi leur rôle à jouer là-dedans. Alors, ça passe comment? C'est d'impliquer toute la chaîne. Impliquer nos cacailliers, par exemple, pour qu'ils soient incités à demander aux maçons « Ramenez-moi le plastique, ramenez-moi le plastique, retourne ton plastique. » Okay. On leur a tous donné des sacs qui vont pouvoir ramener dans nos points centraux de collecte, qui sont dans toutes les régions, et derrière, on va pouvoir récupérer et envoyer un décadé plastique qui va pouvoir en faire des produits utilisés localement, c'est-à-dire éviter l'importation de plastique pour produire ces éléments qui sont utilisés dans la construction. C'est ça véritablement l'enjeu, conscientisé. Donc derrière, il y a toute une campagne de reward là-dessus, pour justement récompenser ceux qui ramènent le plus, animer tout cela, pour que dans la mentalité des gens, le changement se fasse et qu'ils ramènent leur plastique, retournent au plastique. Okay. Le plus grand défi, c'est pas la technique, c'est là-dedans. C'est là-dedans. C'est le changement de mentalité. C'est le changement de mentalité, la volonté de tous les acteurs de réussir et de faire avancer les choses, de faire bouger les choses. C'est ça le plus grand défi. Et à ce jour, c'est un peu trop tôt pour avoir les premiers résultats, j'imagine, de la campagne. Tout à fait, oui, tout à fait. Bon,
Déjà, je pense, sur le mois de juin, là, on va faire à peu près 1 tonne. Quand on a fait 3 tonnes l'année dernière sur 12 mois, 1 tonne là, donc j'espère qu'on va faire. Et le but, c'est qu'on récupère 80-90% de ce qu'on met sur le marché. J'ai aussi compris que votre démarche aussi a intéressé d'autres opérateurs, Tout à fait. d'autres entreprises. Ce qui nous a aussi encouragé dans cette démarche, c'est qu'on a été approché par d'autres opérateurs qui veulent se joindre. Et on n'est pas les seuls à utiliser des housses en plastique pour livrer nos produits. Donc d'autres opérateurs sont venus nous contacter donc, pour participer. Et bien évidemment, Colos ne veut pas garder la solution que pour elle. Exactement, on n'est pas des donneurs de leçons, on est comme tout le monde, on a un impact et on veut faire au mieux, voilà. Bâtir, oui, mieux bâtir, mieux construire. Merci Dominique pour cet éclairage. À vos côtés, Bernard Lannes, donc de Carbon Materials. Bernard qui mène Carbon Materials, qui mène depuis plusieurs années un travail formidable sur le recyclage justement des déchets de construction et de démolition. D'abord, peut-être une première question. Maintenant, parlez-vous de ce travail que réussit Gamma pour l'instant. On est dans la fourniture de matériaux depuis beaucoup d'années, des décennies. Et nous consommons à peu près 2,5 millions à 2,8 millions de roches basaltiques. Et malheureusement, le dicton dit, on avait l'habitude de dire, les roches poussent comme des patates dans des champs de canne, mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Et au fil des années, nous voyons que la matière première se tarisse, et comment faire? Ensuite de ça, il y a Mike Cognac qui est dans l'assistance. On a mené une étude avec la collaboration de MIT, et nous avons vu, là, à valeur d'aujourd'hui, ce qu'on peut voir, 275 sites de déchets illégaux équivaut à 135 000 tonnes de déchets. Et ce que nous ne voyons pas, il y a à peu près 1 million de tonnes. Et annuellement, nous produisons à peu près 70 000 tonnes, comme le ministre a dit précédemment, et 10 000 tonnes qui vont à Manchicose, qui est déjà sursollicité. Donc, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut faire et éliminer les déchets illégaux, et le filière réutilisation était la meilleure solution. Donc, il y a la préservation des ressources naturelles, il y a l'économie, la réduction en bas carbone. Une tonne de roches issues des agrégats issus de la carrière génère 20 kg de CO2. En réutilisant, on ne consomme que 4 kg. Donc vous imaginez 16 kg de carbone économisé. Mais je pense ce que Ravi avait dit précédemment, tous les acteurs, nous connaissons les enjeux. Le défi dedans, c'est rassembler tous les stakeholders et bouger dans la même mouvance, ensemble, trouver des solutions, mettre des jalons et arriver à ce que nous voulons faire, préserver les ressources naturelles, diminuer l'émission de carbone et aussi avoir une meilleure qualité de vie pour nos concitoyens. Voilà un peu ce qui nous a motivés dans cette démarche. Et pour l'instant, quel serait un peu l'encadrement ou les ressources dont vous aurez besoin peut-être pour aller plus loin dans votre travail? Comme M. le ministre avait dit, il y a le cadre législatif qui est en voie de développement, qui possiblement va être présenté au Parlement fin décembre. Il y a deux enjeux, il y a, comme Ravi a dit, le maillage, le cadre opérationnel et aussi l'application de la loi. Quand le cadre législatif sortira, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Comme Ravi a dit, les pollueurs payants, c'est un peu ce qu'on doit appliquer, joindre l'action au bout. Merci. Juste à titre de comparaison, merci Bernard. Quand Bernard dit qu'aujourd'hui, Gamma a recensé 275 sites de dumping illégal, c'est énorme dans tout le pays, ça représente 135 000 tonnes comme vous dites.
135 000 tonnes, c'est 2 fois Côte d'Or. J'ai dit ça parce que c'est Marine qui me l'a appris. Ouais, c'est 135 000 tonnes de déchets de construction et de démolition. C'est 2 fois Côte d'Or, rempli à bord, en superficie et en hauteur. Donc c'est énorme. C'est énorme. C'est une masse de déchets qui est là et qui demande à être traitée et à être réutilisée. Je demande toujours si vous avez une réaction, si vous voulez rajouter un point. Gila, Michael, Yannick, personne? Enfin, Encore le micro, merci. J'avais peut-être une question pour vous. Je trouve déjà l'initiative excellente. Quand vous travaillez avec des cahiers de plastique, est-ce que vous donnez un cahier des charges ou vous venez vers eux en disant j'ai du plastique, qu'est-ce que vous pouvez en faire, ou vous avez fait de la co-construction avec cette entreprise? Cahier des charges, nous ne sommes pas spécialistes pour utiliser du plastique. Donc l'idée c'est de se rapprocher d'un professionnel. Nous n'avons pas les compétences pour donner un cahier des charges. L'idée c'est vraiment, ce qui nous a animés, c'est d'utiliser de la ressource locale pour utiliser localement. C'est-à-dire réduire l'impact de l'importation, en fin de compte, puisque le plastique, il vient principalement de l'étranger, et donc le réutiliser localement. Et de manière durable, c'est-à-dire pas jetable encore. L'idée, c'est de faire des objets dont on se sert sur une longue période. Merci. Gila, je suppose que tout ce qui a été dit. Oui, bien sûr, excuse-moi. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que la partie technique, elle est la moins difficile. Mais c'est vraiment la partie changement de mentalité, l'éducation, changement d'habitude, c'est le plus difficile dans cette démarche. Donc je pense que tout ce qui est aspect technique, on trouvera toujours des solutions, il y aura toujours des moyens des expertises pour avancer. Mais vraiment, là où il faut vraiment travailler, c'est comment sensibiliser, comment la prise de conscience et l'éducation même des différents intervenants dans la chaîne de production. Créer ce réflexe en fait. Oui. Alors ça, c'est la première chose que je pense que est très importante dans cette démarche. La deuxième chose, ça a été mentionné, il faut faciliter aussi, mettre à disposition pour la collecte. Parce que une des difficultés aujourd'hui pour les producteurs, c'est que s'il faut qu'il lui trouve des moyens pour aller disposer de ça loin, il a un coût de transport, il a à utiliser du manpower, des engins, ben, ce sont des freins, encore une fois. Donc, le plus on se rapproche et le plus on met des moyens pour collecter et pour acheminer les déchets vers l'endroit voulu, le plus ça va marcher. Est-ce que vous pensez que le tipping fee, ça fait une différence? Le tipping fee, c'est plus pour le recycleur. Donc, c'est celui qui va traiter le déchet. C'est bien aussi, parce qu'il faut qu'il y ait des acteurs qui prennent le devant pour venir de l'avant avec des techniques de traitement de déchets. Mais moi, je parle de la source. Les déchets sont produits sur les chantiers, par les particuliers, par les maçons qui construisent les maisons. Et il faut trouver des moyens pour que leur tâche d'acheminer ces déchets soit plus facile. D'accord. Dominique, vous voulez Bernard aussi, le plus challenging, je pense que tout le monde, nous connaissons un peu les enjeux séparément. Il faut s'asseoir, identifier toutes les parties prenantes sur la chaîne de revalorisation ou de l'économie circulaire. Et puis s'asseoir, chacun doit trouver leur petit, it's a win-win situation. Et puis bouger ensemble, l'engagement de toutes les parties prenantes. Par exemple, je suis un citoyen lambda qui fait une petite maison. Suite à la construction, j'ai 5 tonnes de déchets. La loi me dit que je n'ai pas le droit de jeter. Il y a une déchetterie qui est 25 km. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'aller 25 km
trier une tonne pour aller vers la déchetterie, une autre tonne qui part quelque part ailleurs. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des incitations, la législation, l'application de la loi, les mesures financières, les mesures incitatives, et la réutilisation des exudants, les contracteurs qui puissent se servir de ces matériaux qui ont été caractérisés, qui ont été nommés. Voilà un peu tous les enjeux. Je pense, moi personnellement, que nous avons assez de matières grises dans le pays, ça sort et mettre plus en musique et on pourra avancer. Oui, définitivement, d'où ce panel, je trouve, qui est vraiment. Plus je vous écoute, plus je me dis, on a bien fait de mettre X, Y, Z sur ce panel. Dominique? Oui, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit, Bernard, sur le win-win. Clairement, la technique, c'est sans doute peut-être le moins difficile, mais il faut quand même qu'il y ait une viabilité économique pour qu'elle soit pérenne. C'est aussi important d'assurer cette pérennité au travers d'une viabilité économique. Définitivement. Gila, tout ça, c'est pas béni pour vous? Je voudrais rebondir sur le win-win. Bien souvent, la question c'est what's in for me? Oui. Alors pour les professionnels, ça peut être une réponse, mais pour les particuliers, vous avez parlé d'incitation pour Return to Plastic. Quelles seraient selon vous les possibilités, les types d'incitation que vous pourriez donner aux particuliers pour qu'ils retournent leur plastique? Alors je ne prends pas ma casquette aujourd'hui, mais c'est un problématique qu'on a rencontré aussi lors de lancement de nos produits en sac. Justement, l'idée c'était de réduire le gaspillage sur site et de répondre à un besoin pour des petites quantités d'agrégats, de matériaux. Et c'est une question qu'on s'est posée. Donc, on a été jusqu'à l'éco-conception. Quel type de packaging utiliser, privilégier les monomatériaux pour ensuite améliorer ou augmenter la capacité de la recyclabilité du produit en bout de chaîne. Mais oui, la question s'est posée comment inciter le particulier à retourner les sacs chez nous pour qu'ensuite nous on puisse faire le nécessaire auprès des recycleurs. Il y a des mesures qui ont été prises, notamment on a installé des bennes de récupération, mais il faut toujours que la personne se déplace. Et pour un sac, des fois la question se pose. Ouais, je pense que ça, ce qui est intéressant dans la campagne Return to Plastic, c'est que je parle sous la correction de l'équipe commerciale, il me semble que ceux qui retournent, on les récompense, c'est bien ça. Donc c'est une petite carotte, mais au moins ça crée ce premier mouvement en fait. Exactement. Alors, comment dire, l'utilisation du plastique sur des palettes, c'est pas tellement les particuliers qui sont visés, hein. C'est plus le maçon et ou le quincaillier. Et donc c'est au travers du quincaillier qui lui, il est tout le temps en contact avec le maçon aussi. On peut récupérer ce plastique. Et donc ce qu'on organise, c'est des rewards, c'est des concours en fin de compte avec des récompenses pour celui qui ramène le plus de plastique, en pourcentage, en quantité, etc., par région. Donc il y a plein d'incitations pour animer justement ces réseaux pour qu'ils fonctionnent. Bien sûr. Juste rajouter une petite chose, je pense que l'incitation est importante et avec un peu de recul, je pense que le recyclage aujourd'hui c'est aussi culturel. Donc le souhait que j'ai, que je vois venir avec la nouvelle génération, mon fils de 8 ans il n'a pas besoin d'incitation pour aller faire du recyclage. Et je pense qu'avec cette nouvelle génération, l'incitation ne serait pas nécessaire, ce serait quelque chose d'inné, de dire qu'on a une planète qui est finie, l'énergie est finie, les matériaux sont finis, donc le recyclage serait une évidence. Donc je sais qu'on a un peu à attendre, mais tout ce que je souhaite, c'est vraiment ce changement culturel et d'état d'esprit, pour que le recyclage devienne quelque chose de naturel. Il ne faut pas à chaque fois faire un calcul économique, un bilan, un bottom line pour dire comment on recycle ou comment on ne recycle pas. Donc une petite note un peu en retrait pour ma part.
D'accord. On va rester avec Egila, qui donc porte aujourd'hui la casquette de championne BTP pour le club de l'économie circulaire de Business Mauritius. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle est un peu votre mission? Alors, bonjour à tous pour commencer et un grand merci à Colos pour l'organisation de ce forum autour de la construction durable. Et double merci parce que quelque part ça m'aide dans mon rôle de champion. J'ai un rôle de relais, de pont, de courroie de transmission, on va dire, entre les différents acteurs du secteur, donc dans le cas de BTP et Business Mauritius, afin de faire passer les messages, de faire remonter les recommandations du secteur auprès des autorités concernées. Alors l'idée, c'est d'aider, de s'appuyer sur les champions pour aider à la concertation et pour que le process soit le plus inclusif possible, afin d'alimenter les décisions du gouvernement. Pour la mise en contexte, ce club a été lancé en octobre de l'année dernière, dans un contexte post-Covid où le développement durable et l'économie circulaire avaient été clairement identifiés comme axe de rebond vers la résilience. Et la mission du club elle-même, c'est justement d'accélérer, de catalyser, pour reprendre les termes de Business Mauritius, l'émergence de cette économie circulaire. Et la vision, c'est justement appuyer sur une étude qui a été menée par l'Université de Maurice, commanditée par la PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. L'ambition, c'est vraiment la création d'emplois. Monsieur le ministre a parlé de 8 000 emplois, mais j'avais noté 6 000 emplois d'ici 2030, et éventuellement une contribution au PIB à hauteur de 1,5%. Et chez Business Mauritius, on pense que ces ambitions, ces objectifs peuvent être atteints à travers la mise en place de filières REP, responsabilité élargie des producteurs. Il y en a 13 qui ont été identifiés, des déchets électriques, électroniques, du verre, du plastique, et bien sûr pour le BTP. Et donc, concrètement, au sein du club, on a échangé autour de la possibilité d'un projet de recyclage. Alors, pourquoi le recyclage? Je pense que Ravi et Bernard ont déjà évoqué les raisons, parce que beaucoup d'entre nous, fabricants de matériaux de construction, on est très dépendants des sources de matériaux non illimités, donc limitées. Et il faut donc faire attention à la gestion de cette banque de roches, mais aussi le besoin de regarder ce secteur de la construction à travers le prisme climat, pour que ça soit cohérent avec les engagements que le gouvernement a pris. Je pense notamment à l'accord de Paris pour la réduction des gaz à effet de serre jusqu'à 40%, je crois qu'ils sont révisés. Et donc, on est bien d'accord que le recyclage arrive en bout de chaîne et qu'il y a plusieurs façons d'arriver à cette décarbonation dont parlait Michael au tout début de cette industrie de la construction. Notamment, encore une fois, ça a été déjà évoqué, je ne vais pas me répéter, mais brièvement, à travers au tout début, à la conception des bâtiments, au type de matériaux utilisés, aux techniques de bas carbone qui existent déjà. Mais en fait, le but de la rencontre avec le club BTP, c'était de vraiment arriver à la question centrale à laquelle l'équipe souhaitait répondre pour rendre ce projet motivant pour tous les acteurs. Et donc, la question, c'était comment développer une gestion des déchets, des matériaux de construction qui déjà d'abord implique tous les acteurs, tous les différents corps de métier, qu'il fallait s'appuyer sur un dispositif qui puisse s'exporter, donc de professionnalisation, qui produise un label de gouvernance, une réglementation, on a beaucoup parlé de standardisation, mais que en même temps ce soit un dispositif fluide, il ne faut pas non plus que ce soit une usine à gaz, selon les règles de la circularité,
Et après, l'ambition, c'est en devenant une force de proposition sur le sujet pour la région. Et donc, les grandes thématiques qui ont émergé sont bien évidemment, et on l'a déjà dit précédemment, c'est la réglementation. Donc, l'appui du gouvernement est très très important. Standardisation, la notion de label, une collaboration, une co-construction. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites au niveau des entreprises. Mais c'est tellement mieux de collaborer et de co-construire plutôt que de travailler en silo, chacun de son côté, donc connect the dots. Donc qu'il y ait une vision commune, que tous soient tous alignés et bien sûr le buy-in de tout le monde et la technicité derrière. Et donc à partir de là, à partir de ces thématiques, il y a eu maintenant de dresser la liste de toutes les conditions nécessaires pour arriver à répondre à ces thématiques, à construire l'arbre et de venir de l'avant avec une proposition, une roadmap pour les autorités. C'est en tout cas l'ambition du club. Et sur le terrain, est-ce que vous sentez donc qu'il y a un engouement aussi par rapport à ce que vous avez découvert là? Ah oui, parce que on m'a contacté pour me demander ce qu'on faisait et comment on peut, les professionnels, comment on peut contribuer, comment on peut participer. On a beaucoup parlé de gestion, c'est un challenge, la gestion des déchets sur les sites de construction. Certains ont partagé avec moi le fait qu'ils ont déjà des bennes sur site, mais qu'après, au niveau de la récupération, tout est mélangé. Oui, je dirais qu'il y a une volonté, mais il s'agit maintenant de structurer la démarche pour faire avancer d'une manière cohérente différentes démarches. J'espère que ce genre de conversation permettra peut-être de commencer à trouver une solution. Je crois que c'est une bonne transition pour Yannick Aplassamy, nouveau président de l'Association of Motion Manufacturers, qui aussi détient le label Made in Maurice. On l'a vu, éco-construction, label, standardisation, recyclage, filière. En fait, aujourd'hui, comment le secteur manufacturier peut-il devenir un partenaire de cette industrie de la construction durable? Tout d'abord, je remercie Colos pour l'invitation aujourd'hui de me donner ce temps de parole à l'AMM. Donc juste une petite cartographie rapidement, ce que c'est l'industrie locale. Donc 8,5% du PIB. C'est vrai que c'était beaucoup plus il y a une dizaine d'années, donc on est à 8,5% du PIB, 27 milliards à peu près de contributions. Et ce qui est le plus important à noter, c'est 45 000 personnes employées dans l'industrie locale. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu important, l'industrie locale mauricienne. Donc l'AMM et le Made in Maurice est engagé dans le développement durable. C'est vrai qu'on a une mission de préservation de l'industrie locale. Il y a eu beaucoup de chantiers qui ont été menés auprès de l'AMM pour défendre l'industrie locale face à différents contextes, difficultés aussi de produire localement, etc. Mais dans notre cartographie de membres, que ce soit au sein de l'AMM et du Made in Maurice, il y a des acteurs qui sont engagés dans la construction. Donc UBB fait partie de l'AMM, donc d'autres sociétés qui sont au service de l'entreprise et de la construction font aussi partie de l'AMM et du Made in Maurice. Donc l'enjeu développement durable, elle est importante, elle est connue dans ces différentes filières. L'AMM a lancé il y a quelques années un programme qui s'appelle Industrie d'Immeuble, donc à travers la formation, l'innovation et l'accompagnement pour travailler sur tout ce qui est sujet éco-conception. Donc on a eu une formation il y a 1 an ou 2 ans qui a été faite par Calitropic sur l'éco-conception. On travaille aujourd'hui sur un projet de Sustainable Supply Chain, donc un sujet très très intéressant, important actuellement. Donc beaucoup de sujets importants qui tournent autour de la partie initiale que vous l'avez mentionné. C'est vrai qu'on dit ouais, mais comment recycler, comment faire pour après récupérer les déchets, etc. Il y a une partie initiale, je pense, et Gila l'a bien mentionné, c'est à l'étape de conception, à l'étape de la réflexion de qu'est-ce qu'on va mettre sur le marché,
comment on va faire en sorte de limiter l'utilisation du plastique, comment on va faire en sorte de limiter aussi dans ce cycle de vie l'addition aussi sur nos différents projets. Donc la conception est une partie importante. Et après, juste pour parler aussi de l'industrie manufacturière, l'exemple que vous donnez aujourd'hui, elle est, je trouve, formidable. J'ai posé une petite question sur les cahiers des charges parce qu'on est souvent bloqué à se dire, dans l'économie circulaire, nous avons cette difficulté de faire discuter les gens entre eux. Et aussi, cette question qui est souvent posée, qui est responsable de créer le produit entre celui qui met à disposition, celui qui produit. Donc, qui est responsable de mettre les normes, de mettre les standards, parce qu'il y a souvent un blocage en se disant aujourd'hui, quand vous regardez la production locale, il y a beaucoup d'acteurs qui sont investis dans la production locale de produits pour la construction. Il y a des difficultés de normes à respecter. Et il y a des cahiers des charges qui sont peut-être des fois pas adaptés à ce qui peut être produit localement. Et après, il y a cette incitation importante à se dire, aujourd'hui, nous avons du plastique, nous avons d'autres matériaux qui peuvent être recyclés. On a parlé d'incitation. Donc, qui met en place ces incitations? Est-ce que c'est le secteur et l'écosystème lui-même? Est-ce que c'est le gouvernement qui vient avec, on va dire, une incitation? Je pense, moi, ma vision, c'est pour que l'écosystème arrive à fonctionner et arrive à faire cette économie circulaire, il y a deux parties. Il y a la première partie de conscience et de culture qu'il faudrait peut-être avoir en premier. Et une deuxième partie de se dire quel est l'encadrement, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de différentes associations, donc l'AMM, le BASECA, Business Watchers, etc., qui peuvent encadrer ces différents secteurs pour faire en sorte que demain, il y a un écosystème qui se parle entre eux. C'est souvent à travers la communication. Je pense que votre projet qui est magnifique, elle s'est fait beaucoup à travers des discussions et cette relation humaine. Et ça, c'est important. Donc, qui c'est qui met en lien ces différentes personnes qui peuvent travailler ensemble pour faire un beau projet comme le vôtre? Nous avons d'autres exemples qui existent au sein de l'association. Que ce soit le Made in Maurice et l'Association of Motion Manufacturers, des petits projets qui commencent à voir le jour. On aimerait en voir beaucoup plus, et à chaque fois, ça commence à travers une discussion. Un besoin, une demande, et un peu comme votre projet, donc une réalisation, on espère un peu plus. Donc voilà. Et je pense aussi peut-être qu'au sein de l'AMM et du Made in Maurice, il y a d'autres acteurs, des marques qui sont déjà dans la construction. Peinture, fixe, il y a déjà les ciment, etc. On a une cartographie qui est assez intéressante. On a le secteur de la chimie, donc comme vous l'avez mentionné, donc la peinture. On a aussi des gens qui transforment le plastique. Donc, je ne citerai pas forcément tous les noms. Donc il y a des petites et moyennes entreprises qui transforment le plastique aussi, qui sont dans des projets de recyclage. L'agroalimentaire, comme vous devez le savoir, produit aussi de plastique qui est transformé. Et on a tout ce secteur de transformation, d'engineering, de services à l'entreprise. Et on a été aussi ravis d'accueillir l'année dernière un membre du Made in Maurice et de l'AMM, qui est on va dire un gros acteur de la construction, qui est engagé dans tout ce qui est grosses infrastructures, routiers, BTP, etc. Donc on a une cartographie de membres liés au secteur de la construction. Et est-ce qu'on peut aussi dire que, c'est tout simplement par rapport à tout ce qui a été dit avant, est-ce que les producteurs locaux peuvent aussi être apporteurs de solutions pour cette industrie, pour cette filière? Est-ce que, quand on va parler de filière, l'émergence d'une vraie filière, est-ce que les producteurs locaux auront un rôle à jouer? Donc moi j'ai toujours été passionné dans la capacité d'invention de l'industrie mauricienne. Enfin, on a un ADN industriel. Je pense que notre histoire, notre ADN montre notre capacité à inventer, de transformer, etc. Donc on a cet ADN.
Maintenant, il y a une certaine technicité. Il y a un point bloquant souvent, ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Beaucoup de recycleurs voudraient mettre en place des systèmes de recyclage un peu plus complexes. On voit des recycleurs qui souhaiteraient faire de la dépollution. Donc aujourd'hui, c'est difficile de faire de l'investissement et mettre des machines en place, ou même avoir de la ressource. Mais je pense que, comme vous le mentionnez, Manuel, c'est qu'il y a cette possibilité d'une co-création. De se dire, je pense que votre exemple, et si vous avez d'autres personnes dans le secteur du ciment, de la production du ciment, qui peuvent s'associer et créer cette économie d'échelle, et travailler avec d'autres entreprises qui, eux, pourront faire un investissement parce qu'il y a l'économie d'échelle. Donc ça permettrait de faire ce co-développement. Donc il y a une partie de volume qui est importante. Enfin, il y a un blocage sur ce sujet. D'accord. Vous avez aussi parlé donc d'innovation. Je crois que c'est une bonne transition pour arriver vers la DigiTech, qui est, je pense, une plateforme unique en son genre. Merci Stéphanie Bloch d'être avec nous ce matin, on est ravis de vous avoir. Présentez-nous la DigiTech. Donc, si j'ai bien compris, c'est une marketplace pour la valorisation des matériaux. Présentez-nous et surtout dites-nous aujourd'hui, depuis le lancement, quel est un peu l'impact et quel est un peu l'accueil de cette réservé à votre plateforme. Tout d'abord, je voudrais remercier Kodos Simone de faire un super colloque pour permettre à tout le monde dans le milieu de réfléchir ensemble. Je crois qu'on est tous engagés ici, donc j'aime beaucoup le titre de votre conférence, de l'engagement à l'action. Alors moi, je vais plutôt me situer dans l'action, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui sont engagés et des actions qui sont présentes aujourd'hui, et merci pour ça, laisser la place à cet espace de dialogue qui est super important pour continuer à faire des choses. Alors, je vais juste vous raconter un peu comment elle est, la DigiTech. On est tous au courant de l'urgence climatique, de One Earth Only, des rapports GIEC et compagnie. Donc, je pense qu'on a, surtout ici présent dans cette salle, une conscientisation de l'urgence. Ça, c'était un premier niveau de réflexion. Après, au niveau local, depuis que je suis à Maurice, j'entends parler de Marchicos est saturé, Marchicos va être saturé, Marchicos est super saturé. Il faut trouver des solutions. Mais ce qui est très positif depuis quelques années, c'est que je vois qu'il y a énormément d'émergence de projets et justement, je dirais même moi, de filières qui émergent. Donc aujourd'hui, dans Maurice, vous avez des conteneurs partout pour récupérer du plastique, des cartons, enfin des bouteilles plastiques en tout cas, des cartons, des canettes, du verre, enfin l'huile, les déchets électroménagers. Il y a déjà des réponses qui existent à Maurice sur ces filières-là. Par contre, je trouve que le pauvre de la filière, c'est le bâtiment et la construction. Donc c'était dans ce cadre-là, aussi bien au niveau de l'urgence climatique et au niveau de la proposition locale, qu'il était temps de proposer une solution innovante et de créer la DigiTech. Donc l'idée de la DigiTech, en fait, c'est suite au constat triste mais réel de tous les matériaux, de tous les gisements qui existent dans vos entreprises, de la construction ou pas, mais principalement de la construction puisque c'était l'objectif, de tous ces gisements qui existent d'une part, que vous allez stocker ou que vous ne savez pas vraiment valoriser, et puis d'autre part, tous les gens qui cherchent où sont ces matériaux. Donc là, je vois des palettes. Alors, il y a eu une grosse effervescence de demande de palettes à Maurice, mais il n'y a pas que la palette qui est demandée. Et l'idée, c'était de dire, mais comment c'est possible qu'il y ait autant de gisements qui stagnent, d'une part, et en face des gens qui cherchent les gisements, mais en fait, qu'il n'y ait pas de connexion, qu'il n'y ait pas un lieu où on peut, alors on peut appeler ça un one-stop shop, mais comment est-ce que c'est pas possible qu'il y ait une vitrine où en fait on met tout simplement ensemble les détenteurs de gisements et les réutilisateurs de ces gisements. Et c'est comme ça qu'elle est la DigiTech en pleine réflexion pendant le Covid. Et donc l'idée c'était de faire une plateforme online justement pour pouvoir créer la première banque de matériaux de seconde main à Maurice à valoriser par le réemploi et la réutilisation. Donc, pour revenir un petit peu sur la hiérarchisation des déchets, c'est assez important là où on intervient.
Vous parlez beaucoup de recyclage depuis tout à l'heure. En fait, dans la hiérarchisation des déchets, donc, il y a la prévention et il y a le réemploi. Dans l'économie circulaire, le recyclage est après la réparation, la réutilisation. Donc, l'idée, c'était de dire, non, nous, on travaille avant. Pourquoi? Parce que le réemploi intervient au moment où vous n'êtes pas encore un déchet. Vos matériaux sont des ressources. Donc, on travaille sur les ressources, on ne travaille pas sur le déchet. Donc, c'est là où on intervient, on en vient dans le réemploi et la réutilisation des ressources. C'est là où ça va m'amener à la suite. C'est que... donc, on travaille bien sûr dans l'économie circulaire. Je vais vous raconter comment ça fonctionne. Donc, c'est très très simple. Vous faites un chantier ou une rénovation, vous allez avoir, ou une production, vous allez avoir donc des chutes de marbre, ou des chutes de bois, ou des chutes de tôle. Qu'est-ce que vous allez en faire? En fait, vous pouvez les valoriser parce que c'est monétarisable. Donc l'idée, c'est de mettre ces matériaux-là qui ont été soit réutilisés sur un chantier, soit qui sont une découpe d'une plaque, de les mettre en vente sur la DGTech. Vous allez donc les valoriser en les monétarisant. Et puis, des personnes vont venir acheter ces matériaux. Bien sûr, c'est pas du matériau, ça peut être du matériau neuf, mais on considère que vous allez les vendre entre 50 et 80% du prix neuf, parce que c'est un petit bout, et que parfois les particuliers n'ont pas besoin de la plaque de tôle entière, mais seulement un petit bout. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment de remettre, de prolonger le cycle de vie de ce matériau en le valorisant par le réemploi. Juste une petite question. À ce jour, c'est des contracteurs qui viennent vous voir, des particuliers qui sont ceux. Alors, j'allais en venir là. Donc, je voudrais juste dire, je vais quand même vous donner un exemple de ce qui s'est réalisé concrètement à Maurice. La plateforme, c'est un outil digital pour permettre à tout un chacun de savoir où sont les matériaux et à la société civile d'avoir un impact tout de suite d'action de Changemaker. Il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'avant que la plateforme existe, il y a quand même une expertise derrière et il y a une action collaborative, donc c'est là où on rentre dans l'action, qui a été mise en place avec Ciel Properties et avec The Good Shop. Et donc ça, c'est clairement de la co-création, de la collaboration. Donc la plateforme n'existait pas encore, mais l'idée c'est qu'ils sont venus me chercher pour me demander sur cette grosse usine donc de Mangalcan, tout le monde en a entendu parler, où il y avait 14 000 m² à démanteler. Si Ciel Properties avait le choix, ils pouvaient tout défaire et tout jeter à la benne. Trier, pas trier, c'est pas le problème. Il y avait la solution, il y avait Marchico, c'était easy. Eh ben non, ils ont décidé de réfléchir autrement, donc ils ont décidé d'appuyer la collaboration avec le Good Shop qui avait lui besoin d'un lieu pour valoriser les matériaux plutôt en bois, puisque c'est un atelier, un workshop pour faire du bois. Et donc, avec la DGTech, on les a accompagnés à faire cette expertise de démantèlement. Alors, chez nous, dans notre jargon, on appelle ça un diagnostic ressources. Ça veut dire qu'on va intervenir avant que vous allez démolir ou déconstruire sur où sont vos ressources, où est votre mine d'or. Alors, nous, quand on arrive dans un lieu, on voit que les mines d'or. Mais je vais arriver à vous convaincre que vous avez beaucoup de mines d'or. Et du coup, pour vous donner des chiffres, puisque c'est ça qui nous intéresse, avec The Good Shop, on a donc revalorisé 33 tonnes sur les 300 tonnes de démantèlement. Il y a 33 tonnes qui ont été revalorisées, soit par de leur réutilisation, ou du réemploi, une partie recyclage, mais surtout une partie recyclage matière, parce qu'il y avait beaucoup de ferraille, et que du coup, ça a permis, bien sûr, de partir directement sur de la valorisation matière. Sur ces 33 tonnes qui ont été utilisées, 4,6 tonnes ont été réutilisées concrètement dans la réutilisation du workshop bois du Good Shop, que je vois présent dans la salle, merci mes amis, et du coup, ils ont économisé 203 000 roupies de matériaux neufs en utilisant ces 4,6 tonnes. Et je ne vous parle pas de l'impact emploi, puisque quand on parle d'économie circulaire, c'est environnemental, sociétal et économique. Donc, économique, on a économisé 203 000 roupies de matériaux neufs. Vous pouvez aller visiter leur local, il est magnifique. Et puis, j'ai plus les chiffres, plus de 4680 heures de travail. Donc ça veut dire que c'est des emplois qui ont été créés pour venir démanteler ces matériaux. On a fait aussi un peu de sensibilisation, puisque les jeunes du bocage sont venus, alors bénévolement, mais une demi-journée, une journée pour être sensibilisés concrètement sur le terrain
qu'est-ce que c'est que le réemploi et la réutilisation. Donc voilà, il y a eu un impact, et celui qu'on aime beaucoup, l'impact est très joli, c'est que les faux plafonds ont été récupérés, et une partie de ces faux plafonds ont été réutilisés dans une salle de sport dans la cité de Mangalcan, qui était vraiment pas en bon état, où la salle de sport n'était plus utilisée, et que du coup, ces matériaux sont concrètement partis d'un démantèlement. Ils ont donc été réutilisés, réemployés pour faire un plafond dans une salle de sport. Et aujourd'hui, les gens peuvent aller dans la salle de sport. Donc voilà un petit peu. Alors, état des lieux aujourd'hui sur la déchetech, hein, puisque ça vous intéresse. Donc, vous avez compris qu'on a eu toute une partie de réflexion et d'expertise sur qu'est-ce que c'est que le réemploi et la réutilisation, parce que j'ai la chance d'avoir fait ça pendant quelques années. Je ne suis pas issue du secteur de la construction, mais plutôt du secteur environnement et déchets. C'est là où ça va être intéressant de collaborer ensemble. La réalité aujourd'hui de la déchetech, c'est quoi ? La plateforme est sortie le 21 novembre 2021. Mais entre-temps, j'ai fait des serrages de main, des rencontres d'industriels, et il y a 15 industriels, dont UBP, qui se sont engagés avant que la plateforme existe, pour dire « Ok, on va t'accompagner, parce que nous aussi, on est d'accord avec l'économie circulaire et on veut valoriser ça. » Donc, c'est 15 entreprises aujourd'hui qui sont toujours avec moi, merci. Et aussi 60 comptes acheteurs, 60 comptes vendeurs. Donc si on prend 15 entreprises qui ont des gros volumes et 60 particuliers qui ont des comptes vendeurs, aujourd'hui, j'ai 159 tonnes à disposition de valorisation sur la déchetech. Ça représente 8 millions de roupies pour 15 entreprises et 60 particuliers. Je vous laisse juste réfléchir. Si on monte à 45, 50, 60 entreprises et 100 ou 200, le nombre de matériaux qui sont donc à disposition à Maurice, que l'on va pouvoir valoriser. Ça, c'est une co-construction. Si vous voulez qu'on travaille ensemble sur valoriser ces matériaux, on peut le faire ensemble. La deuxième chose que je veux dire et qui est hyper importante, vous me parlez de décarbonisation, on parle d'impact carbone, on parle des gaz à effet de serre. Est-ce que je vais vous donner une bonne nouvelle ? Tous les matériaux de réemploi, c'est zéro impact carbone. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà eu une première vie. Donc on a déjà utilisé l'eau, les matières premières, etc. Donc ce n'est que du bonus, c'est que une win-win situation. C'est excellent. Donc c'est là où c'est... On est fascinés. Oui, vous êtes fascinés. Donc la question que je vous pose, c'est, vous êtes engagés, quand est-ce qu'on va agir ensemble ? Donc, je vais être un petit peu provocatrice, je suis connue pour ça. Messieurs du gouvernement, je suis ravie de l'engagement que vous avez montré, notamment avec le BIAC, avec la conférence nationale. Il y a vraiment des choses qui se passent. Maintenant, j'ai envie de vous dire, je vais vous faire un petit chiffrage. Si on considère depuis 7 mois que la plateforme existe, que j'ai valorisé plus de 40 tonnes de matériaux par le réemploi, si j'ai bien suivi les chiffres, votre tonne de collecte, traitement, enfouissement vous coûte 3250 roupies la tonne. Moi, j'en ai valorisé 40 000. Est-ce que vous allez me payer ce que je vous ai évidé à marché cause ? Je vous ai réduit votre facture. Donc, est-ce que c'est pas beau ? C'est une win-win situation. Je vous ai réduit votre facture. Tous les contribuables ici sont ravis. J'ai réduit peut-être de 0,1 sou de tout le monde, mais allons plus loin, allons valoriser plus. Donc la question, évidemment, vous avez compris, c'est I'm joking. Je ne vais pas vous envoyer la facturation. La question c'est, dans les mesures incitatives que vous proposez, est-ce que c'est possible de faire quelque chose pour reward les personnes qui vont valoriser les matériaux par la réutilisation ? Est-ce que c'est possible de, je ne sais pas, sous forme de réduction de TVA, sous forme de reward, sous forme de peut-être remboursement d'une partie ? Moi, je suis là pour vous donner des datas. C'est ça la magnificence du digital, c'est que c'est simple, hein, ça rentre dans un tableau. À la fin d'année, moi, j'ai des datas. Donc moi, je suis en capacité de vous donner des datas sur la caractérisation des matériaux et sur la quantité. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur ces mesures incitatives ? La deuxième chose que je voudrais vous demander, c'est est-ce que vous êtes prêt à être un changemaker pour demain et être un exemple d'économie circulaire ? Est-ce que le gouvernement, dans ses commandes publiques, dans ses public procurements, quand il va rénover une école, quand il va rénover un centre de détention,
quand il va rénover un bâtiment public, est-ce que lui ne peut pas se pencher pour venir chercher des fenêtres qui ont déjà eu une première vie, qui ont toute la qualité qu'il faut? Est-ce que vous ne voulez pas montrer l'exemple, c'est co-construire avec nous l'avenir durable de Maurice demain, en utilisant une partie? Tout ne peut pas être réutilisé, on est bien d'accord, je ne vais pas faire 100% de réutilisation. Mais est-ce que vous pouvez, vous aussi, vous engager à mettre dans vos commandes publiques 1%, comme ça se fait en Europe? C'est pas, j'invente pas le fil à couper le beurre, comme on dit chez nous. Ça existe, c'est des mesures incitatives sur des structures d'emploi comme les good shops ou des choses comme ça qui ont la possibilité de vous accompagner à réaliser vos objectifs. Et enfin, monsieur les corporates, mesdames, moi aussi j'ai envie de vous interpeller en disant pourquoi est-ce qu'on ne collabore pas ensemble? Est-ce qu'on peut faire un projet pilote où on pourrait construire une maison, un bâtiment, rénover un bâtiment avec les parties des ciments qui sont déjà recyclées? Vous avez tous fait des tests, vous avez tous dépensé de l'argent de recherche et développement. J'ai connaissance de toutes les petites initiatives que vous avez créées qui sont à petite échelle, mais est-ce qu'on ne peut pas faire l'hôtel de l'économie circulaire de la construction et tous les autres qui veulent venir? Mais concrètement, est-ce qu'il n'y a pas un lieu où on peut se rassembler pour le faire pour de vrai? Et j'ai envie de dire, vous avez des millions de roupies d'or dans vos stocks, mais pourquoi vous ne les mettez pas sur la déchetterie? Il y a un moment donné, tout le monde, vous avez pris des matériaux, tout le monde cherche des matériaux seconde main. Donc voilà, moi je suis une femme d'action, merci de m'avoir invitée, je mets un peu les pieds dans le plat, mais j'ai la chance de finir les interventions avant le gouvernement, que j'ai bien secoué. Je pense que M. Garbesson en a vu d'autres, n'est-ce pas? On m'a dit sois toi-même, alors je suis moi-même. Et je voudrais juste finir par une petite phrase de Saint-Exupéry qui disait: la pierre, si elle est toute seule, elle n'a vocation qu'à être une pierre. Par contre, de collaborer, elle peut devenir un temple. Voulez-vous construire un temple ensemble? Très bien. Merci. Bon. Il y avait de l'action et de la passion. Je crois que c'était important aussi pour ce débat. Merci Stéphanie, surtout pour tous ces chiffres et cet éclairage très pratique. Chez Carissa, on avait volontairement décidé de vous donner la parole en dernier. Je pense qu'on l'a bien fait. En fait, on voulait surtout vous donner le temps peut-être de take stock de tout ce qui a été dit, et de vous demander peut-être une première réaction à tout ce que vous avez entendu. Bien sûr, M. Carissa. Déjà, merci. Bon, je n'ai pas toutes les réponses Bien que sûr. Stéphanie a. Je passe ce micro pour longtemps. Un peu plus précis. Ouais. Bon, je vais dire que la philosophie, on s'appelle totalement. Bien sûr. Ce que Stéphanie a dit, il n'y a pas de souci là-dessus. Comment le faire? Modalité. Déjà, le budget de cette mesure annoncée de. Excusez-moi, M. Carissa. Oui. Vous m'entendez? Là, c'est mieux. C'est mieux? C'est bon. Donc, déjà, on a fait le premier pas. Et baby step, we're starting somewhere. Donc, on commence déjà avec cette initiative qu'on pense en termes de recyclage. Ça, c'est première. Vous savez, pour dégager une stratégie nationale, il faut tous les pratiques. On a déjà fait cette consultation en termes d'économie circulaire. Et déjà, je prends l'exemple de la France. La loi anti-gaspillage et l'économie circulaire ne date pas de 10 ans. Pour le secteur de la construction, c'est cette année-ci que la REP prend l'effet en 2022 en France. Donc, c'est pour clarifier que nous, on a déjà une contrainte économique d'échelle, masse critique, faire tourner la machine. Il y a des demandes, il y a sécurité sociale, éducation, environnement. Donc, il y a toute cette demande qui vient. Et nous, on n'a pas des moyens limités. Donc, ça, c'est la première chose. Pour dégager notre stratégie nationale, on a consulté. On a fait pendant 3 jours cette consultation. On a pu identifier les barrières. On a aussi démontré les showcases, les industries où l'économie circulaire est déjà proche. On n'a pas DGTech a eu l'occasion de venir présenter. Ça, c'est quelque chose déjà disséminer l'information.
showcase ce qui passe, ce qui se passe. Et puis on a pu identifier les barrières et les enablers. Donc, comment maintenant bouger dans l'autre étape, c'est-à-dire venir avec un roadmap. J'entends qu'on a un roadmap qui est déjà en préparation avec le secteur Business Mauritius. Nous aussi, nous allons travailler notre roadmap. On pense déjà dans notre roadmap, parce que c'est financé par l'UNEP. On espère pouvoir, d'ici fin d'année, de cette année-ci, venir avec un roadmap. On aura l'occasion de discuter en long et en large dans tous les aspects de ce roadmap. Le consultant va travailler. Nous pensons pouvoir faire quelque chose de similaire que Colas a fait, c'est-à-dire réflexion focalisée sur des thèmes focalisés, c'est-à-dire que ce soit construction, ICT, agro, donc il y a pas mal de thèmes qu'on a discuté. Donc cette discussion qui va avoir, donc qui va se faire, va dégager une plateforme. Je pense que c'est une plateforme qui ne peut pas être. Ça ne doit pas être seulement pour pouvoir avoir cette roadmap, mais une plateforme qui existe dans le temps, qui est pérenne, qui définit tous les axes dont on a besoin de travailler. Intégration des critères de remploi, espace pour stockage et infrastructure, parce qu'on entend déjà ce problème. Oui, on a commencé avec déchetterie, on a dû commencer quelque part, parce qu'il n'y avait pas d'espace pour pouvoir mettre une déchetterie. On a commencé avec une station de transfert. Maintenant, de là, construire des déchetteries qui sont, comme l'anglais on dit, convenient to the user. Convenient, il n'a pas à faire 25 km pour aller mettre ses déchets. Évidemment, cette solution de proximité est dans notre réflexion. Donc ça, c'est maintenant le développement d'un programme de prévention et de collaboration et des bonnes pratiques. Innovation. Donc cette plateforme, on a déjà réfléchi là-dessus. Cette plateforme qui va se faire avec le roadmap, une plateforme permanente qui va exister, et on ne travaille pas en silo, parce que ça concerne le changement de comportement. Je prends l'exemple du changement de comportement. Ça commence déjà à l'école, avec le système éducatif. Est-ce qu'on ne peut pas insérer dans le curriculum le concept d'économie circulaire? Donc ça, c'est un aspect qu'il faut réfléchir. Le ministère de l'Industrie travaille de son côté, avec les déchets industriels. Est-ce qu'on ne peut pas travailler en latéral, transversal, pour échanger et pouvoir mettre un système en place pour qu'on arrive à trouver des solutions? Vous savez, critiquer, c'est facile, mais des fois, construire, c'est beaucoup plus facile. C'est ça que j'aime le concept de déconstruction, non pas de démolition. Autre chose, je voulais vous parler, c'est-à-dire maintenant, comment faire pour résoudre ça? Le cadre législatif, on travaille là-dessus. On sait déjà que le Building and Land Use Permit qui existe avec les autorités locales nous donne un espace qu'on peut travailler déjà en attendant que la loi vienne. Ça va prendre du temps, parce que 6 mois, passer au Parlement, promulguer, avoir les outils. Donc, pour nous, il y a possibilité de venir avec un amendement sur les building and land use permits. Ceci dit, j'ai jeté des idées. Maintenant, il faut travailler avec les autorités locales, avec tous les gens. Obligation au préalable à l'audit avant toute déconstruction et rénovation. Ça, c'est une possibilité. Donc, ça, c'est une possibilité. Déclaration obligatoire, telle que des quantités estimées des déchets, des procédures des déchets, de gestion des déchets, y compris le nom du lieu et le lieu où les déchets vont être acheminés. Ça, une traçabilité. Donc, ça, c'est introduction de formulaire des consignes. Donc, que les gens viennent nous dire. Autre chose, maintenant, il y a aussi possibilité de venir avec un Construction and Demolition Regulations. Je sais que mes collègues au Solid Waste Management Division travaillent sous le Integrated Solid Waste Management Bill avec des regulations déjà
ils ont pris l'avance, ils travaillent avec le consultant pour venir avec un CND Regulations. Le CND Regulations va faire quoi? Allons dire, mettre au clair les responsabilités des générateurs de déchets, les responsabilités des autorités locales, les critères applicables aux installations de stockage, traitement ou recyclage de déchets, et les responsabilités du régulateur. Donc ça, c'est un peu l'esprit qu'on a, les éléments qu'on pense insérer dans le CND Regulations. Autre chose, je veux dire, je parlais tout à l'heure de la REP. On parlait de la REP, la responsabilité élargie des producteurs. C'est une autre option que tout producteur des produits de construction et en étant la responsabilité. Pour qu'en fin de vie, ils sont responsables des déchets, pas que profit. Profit, people and planet. Le triple bottom line, comme on dit. Donc, nous, c'est aussi l'axe qu'on pense déjà. On s'inspire beaucoup de loi anti-gaspillage français. Ça, c'est une option. Il faut travailler, voir quelle est la meilleure option. Mais entre-temps, pour pouvoir démarrer, le CND Regulations va être mis en place. Ça, c'est quelque chose de concret qu'on pense déjà. Peut-être, merci beaucoup pour cet éclairage-là, mais qu'est-ce que vous... Très bien, réaction. J'ai une question. J'ai bien noté qu'il y a pas mal de regulations qui vont être promulguées, mais qu'en est-il de la partie enforcement? Évidemment. Et vous savez, du côté enforcement, on espère, nous, venir avec, dans la loi cadre, est prévu authorized officer. Authorized officer can be any enforcing agency. Peut-être l'autorité locale, peut-être un policier, ou les gens du ministère de l'Environnement, les officiers du ministère de l'Environnement. Donc on élargit ça pour que puisse donner beaucoup plus de force, de punch, parce qu'on sait déjà, on est contraint par nos ressources humaines au central. Donc c'est un peu délégué the power to the local authority. J'ai une question. De la partie incentives, donc pour encourager les acteurs qui vont faire vivre les différents projets REP, est-ce que vous avez déjà réfléchi aux incentives possibles, par exemple? Laissez-moi vous donner l'exemple de REP pour e-waste. Ça, c'est Michael connaît déjà bien. On a travaillé ensemble avec Business Mauritius, la Chambre de commerce et l'industrie. Nous, l'idée, c'est qu'on vient avec la REP, c'est-à-dire on va créer un éco-organisme. L'éco-organisme aura à fonctionner dans un cadre légal. On a avancé beaucoup dans ce dossier. Le EPR pour e-waste, REP, déchets électriques électroniques, est au State Office. On pense pouvoir aller de l'avant. On va travailler avec les gens qui mettent ces produits en termes sur le marché pour qu'ils se fédèrent, peut-être eux ou une autre organisation, pour venir avec l'éco-organisme qui prend toute la responsabilité physique, financière, éducative, information. C'est-à-dire, dans tout REP, il y a physical, financial et informative. Physical en termes d'infrastructure. Point de collecte, dissémination financière pour financer tout le projet. Et puis, information en termes de reverse logistique, information en termes de brochures, campagne de sensibilisation auprès des consommateurs. Donc, c'est un peu ça.